dira, l'impôt sur la fortune sera calculé sur une base large, sans avoir perpétuellement les exemptions qui font que les plus riches ne le paient plus, mais il sera à un taux faible, j'ai proposé 1 pour 1000, de manière que chacun puisse l'assumer et que ça rapporte au budget de l'État. Vous ne payez pas l'impôt sur la fortune? Non. C'est un plus pour vous dans une campagne? Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou le regretter. Sur les contrats ça peut arriver. Ça peut m'arriver. Alors, conférence sur les salaires, on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément nécessaire. Est-ce que vous pensez qu'en revanche, le contrat de travail, il faut le modifier? Je pense que le contrat de travail normal, ça devrait être le CDI. Et que le CDI devrait être assez souple pour que les partenaires sociaux, branche par branche, réussissent à trouver le meilleur contrat pour le métier qui est le leur. Parce que, évidemment, ça ne devrait pas être tout à fait la même chose selon que vous travaillez dans l'élevage ou selon que vous travaillez dans l'informatique. Évidemment, les contraintes et les contraintes horaires ou l'organisation du travail ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je voudrais un contrat de droit commun, le CDI, avec des adaptations branche par branche. Le CNE, vous l'abrogez si vous êtes élu? Non. Le CNE, nous avons voté une loi. Je le dis d'autant plus, enfin c'était des ordonnances, je le dis d'autant plus que je ne l'ai pas voté. Parce que je trouvais injuste de dire on pourra vous licencier autant qu'on voudra sans avoir à vous fournir d'explications. Mais dans cette loi, il est prévu une évaluation au bout de 2 ans. Eh bien, respectons la loi et au bout de 2 ans, faisons une évaluation sérieuse pour savoir si c'était bien ou pas, si les salariés ont à s'en plaindre, si ça a permis, comme le gouvernement le dit, de créer de l'emploi. Et si c'est le cas, eh bien, on le dira. Et si ça n'est pas le cas, on le dira aussi. Et vous pensez qu'il faut ressusciter les emplois jeunes ou trouver une formule particulière de contrat pour mettre des jeunes au travail? Parce que c'est un grave problème qu'on n'arrive pas bien à dominer en France. Pour moi, la première chose à faire, la plus importante et la plus urgente, c'est de créer de l'emploi. Et de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois dont on a besoin pour qu'eux puissent trouver quelque chose pour leur vie. Alors je propose que toutes les entreprises françaises, sans exception et quelle que soit leur taille, aient la possibilité de créer 2 emplois nouveaux sans charge. Toutes les petites, les grandes, les moyennes, toutes les entreprises. Et vous voyez que 2 pour une grande entreprise, c'est très peu, et pour une petite entreprise, c'est beaucoup. Savez-vous combien il y a en France d'entreprises qui n'ont pas de salariés du tout? Il y en a 1 500 000. C'est-à-dire les 2/3 des entreprises françaises n'ont pas de salariés du tout. Et encore un tiers n'a que entre 1 et 9 salariés. 98% des entreprises françaises sont de toutes petites entreprises. Ça va leur donner un coup de main très important. Chaque artisan, chaque commerçant qui nous écoute là, il se dit mais alors je vais peut-être pouvoir en effet créer l'emploi dont je rêvais, quel que soit l'emploi, sans avoir besoin de m'angoisser parce que les charges sont trop lourdes. Et du coup, les jeunes qui sont diplômés et les plus de 50 ans qui se retrouvent à la porte vont pouvoir retrouver aussi de l'espoir. Je suis persuadé qu'on peut, avec une mesure comme ça, créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. Je ne veux pas dire 1 million parce que le million d'emplois la première année, c'est des souvenirs que François Mitterrand avait utilisé cette formule, elle n'a pas été très heureuse. Mais plusieurs centaines de milliers d'emplois. En 2 mots, très rapidement. Combien ça coûte? Oui. Ça coûte 6 milliards d'euros que nous financerons par des économies. Oui. Il coûte combien le programme de François Bayrou? Parce qu'on est dans les batailles de chiffres entre les programmes de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre. Il coûte 20 milliards à peu près, entièrement équilibré par des économies. Et j'ai demandé au plus rude budgétaire, au plus rigoureux budgétaire de l'Assemblée nationale, qui est Charles de Courson, de présenter lui-même à la presse, dans les premiers jours du mois de mars, l'intégralité du financement et du coût de ce programme. Donc c'est somme nue en fait, c'est ça? Parce que je ne peux pas supporter l'incroyable gabegie de promesses dans laquelle on est parti. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en sont, je crois, à quelques 60 milliards d'euros chacun de dépenses. C'est pas les chiffres qui donnent, bien sûr. C'est les chiffres de l'Institut de l'entreprise, qui a fait précisément un audit extérieur. Ces milliards-là, tous les jours, il en tombe de nouveau. Ce matin,
devant le mouvement sportif, ils ont proposé l'un et l'autre, l'un de doubler, l'autre, je ne sais pas, tripler, de tripler, quintupler, je crois, le budget des sports. Et moi, je suis allé devant eux et j'ai dit, mesdames et messieurs, je ne vous ferai pas de promesses. J'ai beaucoup de respect pour le mouvement sportif, mais je ne peux pas accepter qu'on continue à tirer des chèques qui sont des chèques en bois, qui ne seront pas respectés, qui ne seront pas honorés et qui devront être payés par les plus jeunes de ceux qui sont là. Donc, je me refuse à entrer dans ce festival de promesses. Alors, il y a un sujet, vous allez voir, tous les candidats, il y a le même compteur, c'est celui de la dette. On le voit en début d'émission, voilà, il va tourner. Ce compteur de la dette, il est à 1218 milliards d'euros. Voilà, ça tourne très très vite, c'est toujours très impressionnant. Comment vous réduisez la dette, François Bayrou? L'objectif est très simple, il faut que ce compteur s'arrête. Comment peut-il s'arrêter? Selon moi, en 3 ans. Et le compteur s'arrête au moment où on n'a plus besoin d'emprunter tous les ans une somme supplémentaire au remboursement qu'on fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, le poids de la dette se stabilise sur le pays. Et à ce moment-là, chaque fois que vous faites de la production en plus, de la croissance en plus, la dette s'allège. On peut y arriver en 3 ans. Il faut pour cela qu'on descende, on est à près de 3% de déficit par rapport à l'ensemble des richesses de la nation. Il faut qu'on descende autour de 2%. Et ça demande des efforts, mais des efforts acceptables par la nation. Certains le disent, c'est même Bernard Tapie qui relance l'idée qu'il faudrait prendre un engagement, voire même l'inscrire dans la Constitution, qu'on arrête de dépenser pour les dépenses courantes. Bernard Tapie a dit cela. Bernard Tapie a dit cela après avoir lu le programme que j'ai exposé et que vous avez entendu. Je pense en effet qu'il faut qu'on inscrive dans la Constitution l'interdiction de présenter un budget en déficit de fonctionnement, de manière que tout budget présenté en déficit soit illégal et puisse être en déficit de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses courantes de l'État, qu'on emprunte pour financer les dépenses courantes. Vous vous rendez compte, comme un ménage qui emprunterait non pas pour acheter un bien ou une voiture, mais pour financer son fonctionnement de tous les jours. Ça conduit tout de suite au surendettement. Et c'est pour ça qu'il faut l'interdire, et pour cela, il faut inscrire cette règle dans la Constitution. Remplacer un fonctionnaire sur 2 pour réduire les dépenses de l'État, ça vous paraît possible ou pas? Ça ne se fera pas sous cette forme. On ne peut économiser des fonctionnaires qu'à partir du moment où on a fait la réforme de l'État. Et pour faire la réforme de l'État, il faut dire, voilà les secteurs prioritaires. Pour moi, éducation, par exemple. Et ceux-là, on leur donne les moyens. Et voilà les secteurs où on peut faire des économies. Pour moi, tout ce qui est administration de papier, j'appelle ça. Et là, on peut faire des économies. À partir de ce moment-là, vous pouvez intelligemment, rigoureusement, calmement et sereinement rééquilibrer les dépenses de l'État. Alors, avant d'aller s'asseoir et de répondre à des questions, une déjà question justement transmise par webcam france2.fr. Écoutez-la. Jean-François. Ma question concerne les impôts. J'aimerais savoir, si vous êtes président de la République, ce que vous comptez faire en termes d'impôts sur les successions. Voilà, succession, droit de succession. Je pense que l'impôt sur les successions, on peut l'alléger pour les petites successions, mais il serait injuste de faire que les très grosses fortunes puissent se transmettre sans avoir besoin de se rééquilibrer au bénéfice de la collectivité. Je pense que si, comme Nicolas Sarkozy le propose, on va à l'abandon des droits de succession sur les très grosses fortunes, ça veut dire que vous accumulez le capital au travers des générations, vous avez des nababs d'un côté et des sans argent de l'autre, le fossé se creuse, il est trop important. Je pense que c'est une mauvaise idée que celle qui est exposée là. Donc, pour les petits droits de succession, oui. Pour les fortunes importantes, non. Vous pensez que c'était un programme pour les riches, celui de Nicolas Sarkozy, pour dire les choses? Je pense que la proposition de bouclier fiscal qu'il fait est une proposition qui se traduit simplement en français. On supprime l'impôt sur la fortune pour les plus riches. On le laisse pour les moyens et on le supprime pour les plus riches. Ça ne me paraît pas une politique équitable. Alors, on va s'asseoir donc pour répondre à des questions, mais d'abord, on va le voir avec Arnaud Boutet, centriste. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la France et même des candidats à l'élection présidentielle. Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans.